Mobion, l'origine de Mobion, c'est la mob ion, donc la mob de mon enfance, celle qui est le petit deux roues qui nous permettait de nous déplacer autour de chez nous. Et ion parce que lithium-ion, l'ion électrique, la mob électrique en fait. Donc c'est parti de cette idée-là. Au départ, l'idée c'était vraiment de penser une mobilité différente. Il y a toujours eu l'envie d'en faire un projet français, c'est-à-dire l'idée de la production locale est à l'origine de Mobion depuis le départ. Et puis ensuite, le fait que on s'intéresse à l'électronique et plus particulièrement à la durée de vie des batteries, c'est devenu une évidence, pas tellement écologique, mais plus économique en fait, puisque vous verrez que cette pérennité programmée a plus de fondements économiques que de fondements écologiques. Je dirais que ces fondements écologiques sont une sorte de point de départ, puisque on, on s'oppose à l'obsolescence programmée. Hein. C'était l'idée du concept de la pérennité programmée. Mais les moteurs qui permettent à la pérennité programmée d'exister sont véritablement des moteurs économiques. Voilà. Alors sur cette diapositive, il y a une batterie ici qui est très singulière. Elle a été faite avec des accumulateurs. Alors l'accumulateur, c'est cette petite pile-là, qu'on n'appelle pas une pile parce qu'elle est rechargeable, donc ça s'appelle un accumulateur. Et celle-là, elle vient de Amiens. Elle a été fabriquée dans un laboratoire où il y a 200 chercheurs qui travaillent sur l'électrochimie, les électrochimies de demain. Et celle-là, elle est au sodium-ion, c'est-à-dire que elle utilise non pas du sel de lithium, mais du sel de mer, en gros. Et on a été les premiers à l'assembler en France et en faire une batterie pour notre scooter. Et cette batterie nous a valu la visite du président de la République en novembre 2019, étant d'Amiens et puis ayant un intérêt pour cette transition énergétique. On a pu présenter notre projet de pérennité programmée pour les batteries sur la base de cette batterie-là, de ce pack batterie, on appelle ça. Il a une autre particularité, ce pack batterie, c'est qu'il n'a pas de fil. Comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle un PCB de reprise de tension, donc cette carte électronique qui est sur le dessus, et qui permet de faire le lien entre le pack batterie et le PCB pour mesurer en fait la tension des séries de cellules pour vérifier qu'elles se chargent et elles se déchargent de manière équilibrée, ce qui va permettre une durée de vie plus longue. Voilà. Donc, cette batterie-là est tout à fait singulière parce qu'elle est vraiment 100% française pour le coup. Elle est fabriquée pour les accumulateurs, pour la partie électronique, pour la soudure. Là, en l'occurrence, l'électronique a été fait à Nantes, la soudure a été fait à Bordeaux et les accumulateurs ont été faits à Amiens. Voilà. Donc, notre scooter électrique Mobion. Alors, il n'est pas français. Le design est italien. C'est une boîte italienne qui a designé ce scooter. D'ailleurs, ça se voit assez. On reconnaît bien le côté Vespa du scooter. Il s'avère que les Italiens qui avaient conçu ce scooter avaient déposé le bilan, enfin la société avait disparu et les gens qui m'avaient vendu les premiers scooters m'avaient proposé de me mettre en contact avec les Chinois qui avaient racheté les moules de la partie extérieure du scooter. Ce qui a fait qu'on a pu s'éviter le développement de la partie extérieure du scooter, tout ce qui est outillage d'injection plastique. Et donc, on est reparti sur quelque chose qui existait. On a juste refait toute la partie du bloc phare, puisqu'on a voulu le faire en LED, évidemment. Puis, on a remplacé aussi le garde-boue, parce qu'il n'était pas assez solide pour l'étanchéité dont on a besoin quand on fait un scooter électrique. Voilà. Vous voyez sur cette... ça, c'est les batteries qu'il y a sous notre selle, sous les selles du scooter. Donc, elles sont amovibles. On en a de différentes tailles qui permettent d'avoir des autonomies qui vont en gros de 40 km jusqu'à 200 km si on prend 3 batteries et qu'on les fait tourner. Ce qui est le cas de la plupart de nos clients qui travaillent
en livraison. On travaille beaucoup avec la restauration livrée, que je connais bien, parce que je suis un des fondateurs d'Allo Resto, devenu Just Eat aujourd'hui. Et donc, les batteries sont amovibles et permettent donc de faire des échanges de batteries très rapides en quelques minutes. On repart avec un scooter complètement chargé. L'avion que vous voyez ici est un projet sur lequel on travaille en termes d'électronique. Ça s'appelle Voltaero. C'est un projet qui a été démarré par Jean Botti, un ancien directeur général d'Airbus. Et c'est un avion qui est hybride, c'est-à-dire qu'il décolle et il atterrit à l'électrique et il vole au thermique avec un moteur qui est beaucoup plus efficient. Et donc, c'est un projet sur lequel on fournit l'électronique. Il y a dans cet avion Cassio 1, il y a à peu près 600 cartes électroniques qui viennent de chez Mobion. Là, sous la barre, vous verrez un bateau très ancien, je vais déplacer ça, qui est un Hackercraft des années 20 qu'on a électrifié, et donc qui est lui aussi hybride. On a gardé sa colonne de direction principale, et puis on a mis deux systèmes d'électrification de chaque côté, ce qui fait que du coup il peut faire du transport de passagers puisqu'il a un moteur de secours. Et ça, c'est un buggy. On en a fait 3 qui ont fait le rallye des gazelles cette année, enfin l'année dernière, et qui sont tous les 3 arrivés à destination. C'est-à-dire que on a utilisé la technique dont je parlais tout à l'heure là de ne pas mettre de câbles dans les batteries pour les rendre plus pérennes. Et du coup, ça permet de pouvoir assurer une durabilité et une meilleure stabilité du système pour lui permettre d'accepter les vibrations d'une course comme le rallye des gazelles. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Si le système veut bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Voilà, c'est parti. Donc, chez Mobion, on a voulu baser notre communication interne sur un principe qui est la stigmergie. La stigmergie, c'est les modes de communication qu'utilisent les animaux qui vivent de manière grégaire. En gros, ça vient de l'expression du mot stig qui veut dire trace en grec. Et donc, l'idée chez Mobion, c'est de permettre à chacun de participer véritablement à la gouvernance de l'entreprise. Et donc, on a mis la pérennité programmée comme présidente. Et puis, on a donné des outils de communication qui permettent à chacun des membres de l'équipe de pouvoir fonctionner de manière grégaire et participative, collaborative. Et donc, voilà, on est solidaire et emporté par la même planète, équipage d'un même navire, selon Saint-Exupéry. Voilà la raison de cette image. Ensuite, les 4 valeurs fortes autour de la pérennité programmée. Alors, on a mis le Made in France en premier parce que dans notre conception, dans toutes les conceptions que nous faisons, on fait ce qu'on appelle de l'éco-conception. Cette éco-conception est basée sur le fait qu'un produit doit être intégralement démontable. Évidemment, s'il est démontable, il est plus facilement réparable. Et puis, il est duré, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, ce qui était écrit juste à côté. Et on a prévu aussi que l'ensemble de ces coûts opérationnels soient les plus bas possibles, parce qu'on a pensé à cette notion de réparabilité et de démontage qui fait qu'il va être évidemment beaucoup plus simple de faire vivre ce produit tout au long de son existence. Et donc, le côté Made in France est
impératif puisque il n'est pas envisageable de faire ce qu'on appelle de l'échange standard ou de la consigne, puisque c'est le cas chez Mobion, on a consigné nos produits. Donc ça veut dire que le client, quand le produit est en fin de vie, peut nous le rapporter et on lui rend une partie de l'argent qui lui avait permis de l'acquérir au départ. Et donc, pour que ce soit rentable et pour qu'il y ait une vraie logique économique à l'ensemble de ce principe, il faut évidemment que ça puisse se faire de manière locale. Donc, le Made in France n'est pas marketing chez nous, il est véritablement logistique, il est un principe de base qui nous impose en fait le fait de faire localement, puisque pour pouvoir réutiliser les composants de nos produits pour faire du neuf avec du vieux, il faut qu'ils restent là. On ne peut pas envisager de les envoyer à l'autre bout du monde pour les reconditionner. Voilà. Et bon, je ne parle pas de reconditionnement et de recyclage. Et finalement, en fin de vie, quand un composant n'est plus utilisable parce qu'il a supporté trop de fatigue mécanique ou il est plus en mesure de pouvoir être utilisé tel quel. Voilà. Alors aujourd'hui, on a 3 métiers dont je vous ai déjà parlé sur la première slide. Donc on est constructeur de scooters électriques et hydrauliques, puisqu'on a sorti notre premier prototype de scooter hydrogène en octobre 2020. On l'a présenté d'ailleurs au salon de Shanghai en novembre 2020 et on a reçu énormément de sollicitations commerciales pour ce véhicule qui devrait sortir là dans le courant de l'année 2022, que nous faisons avec 2 autres entreprises françaises pour la partie pile à combustible et pour la partie stockage de l'hydrogène. Voilà, on a cette partie ingénierie électronique dont je parlais tout à l'heure qui nous permet de travailler pour d'autres qui veulent eux aussi produire leur électronique et leur batterie en France. Et puis, depuis l'année 2020, nous travaillons à un projet d'innovation sur le stockage stationnaire, c'est-à-dire stocker de l'énergie qui aurait été produite par exemple de manière renouvelable, comme des champs de panneaux solaires ou des éoliennes. On sait que la problématique de ce type d'énergie, c'est qu'on ne la produit pas forcément au moment où on a besoin de la consommer. Donc, chez Mobion, on travaille sur du stockage stationnaire à longue durée de vie, c'est-à-dire un stockage stationnaire dont la gestion est faite de telle sorte que les batteries peuvent durer beaucoup plus longtemps. Et je pourrais en reparler tout à l'heure à l'occasion d'une autre slide. Voilà, donc évidemment, passer de l'obsolescence programmée à la pérennité programmée, c'est passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors, nous, on est allé plus loin puisqu'on y a mis la notion de service et donc on appelle ça l'économie de la fiabilité, puisqu'on vend nos produits associés à un service de façon à ce que nos clients aient cette continuité de service. Alors, dans la restauration livrée, c'est très important puisque le délai de livraison est la clé d'un bon service de restauration livrée. Toute personne qui a déjà commandé de la restauration livrée se souvient sûrement qu'on n'est pas du tout patient quand on a faim. Et donc, il faut que le service soit impeccable et que ça arrive à l'heure, sinon ça fonctionne pas, le service n'est pas bon. Et donc, chez Mobion, on fournit à la fois le produit, c'est-à-dire le scooter électrique, mais au travers d'une autre société que nous avons créée au sein de notre écosystème qui s'appelle Mobion Service. On apporte le service qui va permettre aussi de récupérer les pièces détachées, parce que quand du coup on remplace, je sais pas moi, des freins ou un amortisseur ou n'importe quelle pièce électronique qui aurait pu tomber en panne pour des raisons je sais pas, d'étanchéité ou un problème technique quelconque de mauvais usage ou d'accident. Eh bien, on la récupère pour pouvoir la ramener dans nos ateliers. Là où je me trouve d'ailleurs, à Guise, on a racheté un bâtiment qui fait 25 000 m², qui est une ancienne usine de tôlerie fine qui faisait des armoires de bureau.
c'est un métier qui est en perte de vitesse. Et donc, nous, on a racheté cette ligne de production pour pouvoir faire les boîtes qui permettent de mettre nos batteries dedans, puisque une batterie, ça doit être protégé par une boîte en métal. Et donc, ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire les batteries. Et donc, cette économie linéaire que nous avons décidé d'abandonner chez Mobion nous amène à cette économie de la fiabilité, qui est en fait une économie de la fonctionnalité auquel on a apporté un service pour permettre la continuité de service. Voilà, donc le principe de notre projet, c'est avant tout, comme je le disais tout à l'heure, de concevoir de manière durable, c'est-à-dire en pensant à la seconde vie du projet. Je peux vous donner un exemple. Les batteries de nos scooters, les petites batteries que je vous ai montrées sur la première slide tout à l'heure, sans les démonter dans leur aspect exactement similaire à ce que vous avez vu sur la photo, on peut la mettre dans une armoire de charge et en faire une batterie de stockage stationnaire parce qu'on a prévu une électronique qu'on peut mettre à jour et qui du coup nous permet, sans avoir à démonter la batterie, de faire de cette batterie qui a eu une première vie en livraison, d'avoir une seconde vie en stockage stationnaire, juste en faisant une mise à jour de son firmware. Donc, on a conçu le produit en pensant à la seconde vie avant même d'avoir commencé la première. Donc, évidemment, c'est fabriqué nous-mêmes parce que on a été obligé de verticaliser de façon à s'assurer que la qualité qu'on obtenait était bien conforme à ce projet de conception initiale, maintenir Mobion Service dont je parlais tout à l'heure, reconditionner l'exemple de cette batterie, recycler si jamais c'est pas possible de reconditionner, et puis revendre parce que finalement on est capable de faire du neuf avec du vieux. Aujourd'hui, avec un scooter Mobion AM1, c'est-à-dire le premier modèle que nous commercialisons, une fois récupéré en consigne, on sait qu'on peut récupérer 62% des composants pour faire un scooter neuf avec un scooter ancien. Voilà, alors, ça va varier selon les cas parce qu'il peut y avoir des conditions d'usage qui ont fait que le caractère inapproprié de l'usage a abîmé des pièces, mais en moyenne, on est à peu près à 62%. Voilà. Donc ça, c'est un exemple et c'est une photo de notre scooter hydrogène réalisé avec une société qui s'appelle Storash, dont vous ne voyez probablement pas le logo là, mais en tout cas, c'est le nom de cette société. C'est ces cartouches-là qui ont un caractère très commode parce qu'elles sont très légères, elles font 3 kg. Et par rapport à une batterie, c'est plus, on va dire, c'est plus aisé, plus commode de remplacer la cartouche. Et surtout, on n'a pas besoin d'attendre du tout puisque la cartouche, une fois branchée, avec la pile à combustible, recharge une batterie qu'on appelle une batterie tampon, qui permet donc d'avoir un outil qui est très, très facile à utiliser puisque du coup, c'est aussi rapide que de faire un plein d'essence. On prend la cartouche, on la remplace et c'est reparti. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de Origine France Garantie. On a été audité par l'AFNOR l'été dernier. On est à 68,9% français, c'est-à-dire que 68,9% de notre prix de revient est acquis en France, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on fait notre électronique et nos batteries en France. Voilà, l'autonomie moyenne de nos scooters est de 140 km, mais on peut monter jusqu'à 200. Et là, nous sommes en train de travailler sur une version qu'on appelle très grand trajet, TGT, qui ira jusqu'à 400 km d'autonomie pour des usages très spécifiques. Mais ce ne sera pas une batterie amovible. Ce sont des batteries qui, là, du coup, sont plus amovibles, elles sont trop grosses pour pouvoir être remplacées. Et on a décidé de ne faire ça que maintenant, parce que jusqu'à présent, les infrastructures de recharge dans les villes n'étaient pas disponibles. Donc, on a décidé de s'y mettre que maintenant.
Voilà. Pour développer ce scooter à pérennité programmée, on a fait 5 générations de scooters. On a même fait 6 générations de scooters, mais bon. On a fait 240 prototypes, 5 millions de kilomètres. On a retravaillé 32 points mécaniques, électroniques, de maintenance pour arriver à pouvoir garantir ce véhicule 4 ans. Et c'est très important le fait qu'on puisse le garantir 4 ans, puisque du coup, c'est grâce à ça qu'il est comptablement moins cher. On travaille sur ce que les Américains appellent le TCO, le coût total de la possession, c'est-à-dire que les CAPEX, donc le prix d'acquisition du véhicule, divisé par 4 ans plutôt que 2, puisque la plupart des véhicules de la même gamme sont garantis 2 ans. Et bien du coup, même s'il a coûté un peu plus cher au départ, ce qui est le cas de celui-là, il coûte à peu près 30% plus cher que ses concurrents, permet d'avoir un coût comptable qui est inférieur, puisque amorti sur 4 ans, il coûte moins cher que son petit camarade qui coûte 30% moins cher, mais qui ne s'amortit que sur 2 ans. Et puis, comme on a travaillé beaucoup sur la partie opérationnelle et donc les coûts d'entretien, eh bien, il coûte moins cher à l'entretien puisque on a pensé économie circulaire. Et donc, du coup, nos pièces, à partir du moment où elles sont vendues en échange standard, sont moins chères que des pièces neuves qui n'auraient pas été récupérées et donc qui, évidemment, auraient coûté plus cher à la production. Voilà. Donc ça, c'est je vous ai déjà donné toutes ces informations. Je vous ai parlé tout à l'heure de la consigne. Donc, pour 15% du prix d'achat, on récupère le scooter en fin de vie. On a un mécanisme de maintenance préventive, c'est-à-dire que le scooter est connecté, donc ça nous permet de pouvoir le suivre et de savoir où en sont ses plaquettes de frein, ses amortisseurs, l'ensemble des éléments d'usure du véhicule, de façon à ce qu'on intervienne avant que ça ne détériore finalement le véhicule. Donc, on a une action très proactive pour améliorer la maintenance du véhicule. Voilà. Au niveau logistique aussi, on a retravaillé notre copie puisque aujourd'hui, on fait en sorte de livrer nos pièces détachées dans des emballages qui sont consignés, donc des sacs papier bulles qui sont très résistants et donc on peut réutiliser plusieurs fois. Et ces caisses palettes qui permettent de pouvoir rapatrier les pièces qui sont récupérées en échange standard pour les rapporter à l'usine pour qu'elles puissent être retraitées. Ça, c'est l'image de la maintenance préventive dont je parlais tout à l'heure. Donc, ici, on voit l'amortisseur arrière. Vous voyez le pourcentage en fait qui reste, un peu à l'instar de ce que vous avez sur votre batterie de téléphone. Vous voyez combien il vous reste d'autonomie pour votre pneu arrière ou pour votre plaquette avant, etc., etc. On a ajouté des petites choses intéressantes aussi. On a mis la carte grise et la carte verte sur l'application. Du coup, vous pouviez accéder très rapidement, uniquement avec votre téléphone. C'est pas toujours simple sur un 2 roues de pouvoir accéder au papier, parce que c'est pas facile de les mettre dans un endroit en sécurité. Donc là, on les a mis sur votre téléphone. Et puis, chose très intéressante, on travaille sur l'éco-conduite. Donc, on analyse en fait, grâce à un petit boîtier communicant qui s'appelle Jiminy, la manière dont le véhicule est utilisé, ce qui nous permet évidemment de déterminer cette maintenance préventive, mais qui nous permet aussi de calculer un scoring d'éco-conduite. Et nous sommes en train de travailler avec plusieurs assureurs, notamment Aprimoto et AMV, sur des prix bonifiés d'éco-conduite, des bonus en gros, qui permettront à nos utilisateurs, s'ils ont des bons scores d'éco-conduite, de diminuer leur facture leur prime d'assurance. Voilà.
Voilà, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'investissement maîtrisé, c'est-à-dire qu'un CAPEX lissé sur une durée plus longue et des OPEX contrôlés, finalement, c'est ça la pérennité programmée, c'est y trouver son compte économiquement. Bien sûr, on gère les ressources naturelles de notre planète, mais en plus, on fait un choix qui est économiquement tout à fait viable et qui permet en plus une meilleure continuité de service. Donc, tout est là. Voilà, et puis pour finir sur notre discussion de départ, on est à Guise et on a le Family Ministère juste à côté. Et donc, on a fait une démarche avec le Family Ministère pour avoir un impact sur le territoire. Et donc, on est en train de travailler sur différents champs de cet impact en fait qu'on veut avoir, à la fois sur l'insertion professionnelle, mais aussi sur la formation et puis sur la diffusion de cette idée de pérennité programmée qui est complètement finalement complémentaire à cette vision qui est à la fois sociale et économique. Voilà, et je terminerai en disant que chez Mobi, on est 38 associés aujourd'hui, on sera bientôt plus de 50, parce qu'on a mis en place un système qui s'appelle les dividendes contributifs, qui permet à chacun des membres de la société d'être actionnaire de l'entreprise dans laquelle il travaille. On est une petite soixantaine de personnes, et donc une grande partie d'entre eux sont des associés, et donc évidemment, ils sont très impliqués. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Hein. Un produit à longue durée de vie, fabriqué localement, avec une maintenance préventive, avec le souci de l'éco-conduite. Moi, je suis très agréablement surpris et impressionné, hein, parce que ça me fait un deuxième exemple de produit français, entre guillemets, enfin, local, qui est un exemple d'éco-conception. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais l'exemple de la machine Malongo, machine à café, où on Que je pouvait connais bien. comme ça cocher pas mal de cases qui démontrent une vraie implication véritable dans le domaine environnemental. Et ben maintenant, j'en ai un deuxième, hein, ce scooter électrique. Bravo, félicitations. Moi, il me manquait juste une petite... alors peut-être que je n'ai pas suivi, mais vous en avez fabriqué combien de ces scooters électriques? Il y en a combien sur le marché d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y en a encore très peu, puisque l'usine dont je vous parle depuis tout à l'heure, on est rentré dedans le 17 décembre de l'année 2021, donc c'était très récemment. On a fait une première série de 70 scooters qui a été produite dans la deuxième partie de l'année 2021. Donc on est au tout début de la production de ces scooters. Mais il y a énormément de demandes. Le marché est colossal puisque le passage à l'électrique dans quasiment toutes les villes est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de ZFE, des zones à forte émission, mais le programme a été voté cet été à l'Assemblée nationale et c'est devenu une règle en fait Pardon ? De gestion de territoire. Oui, exactement. En fait, pour l'accès des véhicules thermiques dans les centres-villes. Et donc, entre 2022 et 2024, ça va être progressif, mais à partir de 2025, il n'y aura plus de véhicules thermiques dans les grands centres-villes. Et donc, évidemment, pour la mobilité électrique, c'est un marché colossal. Et donc, entre les scooters électriques et les scooters hydrogène, on pense, nous, d'ici 2025, produire jusqu'à 30 000 véhicules en 2025. Donc, on est au tout début d'une histoire qui devrait être très impressionnante en termes de développement. Bravo. Je passe la parole à Maude qui a posé la première question. Maude, tu es là? Oui, bonjour, merci beaucoup, avec plaisir. Vraiment, j'ai été aussi vraiment enchantée d'écouter votre histoire, enfin votre
tout le travail que vous avez réalisé avec votre équipe. Là, c'est impressionnant, c'est un bel exemple. Et j'avais une petite question. Alors, moi, juste pour me présenter 3 secondes, je viens de Grenoble et je suis à l'Université Grenoble-Alpes et je travaille au laboratoire du GESCOP où, en particulier, on fait de l'éco-conception et on travaille aussi sur en fait, on développe des méthodes et des outils pour aider les concepteurs à intégrer la pratique de l'éco-conception dans leur quotidien. Et puis, on intègre aussi de plus en plus des contraintes d'économie circulaire. Et puis, il y a aussi une partie de mon équipe qui travaille beaucoup aussi sur le remanufacturing. Et en ce moment, on collabore notamment avec des collègues là de Bordeaux qui font aussi partie de EcoSD sur des thématiques sur l'électronique de puissance et sur la réutilisation en fait, des différents composants dans le cadre d'électronique de puissance. Et voilà, donc ma question, elle est la suivante. À quel niveau de granularité les modules ou les composants de vos systèmes sont démontables, changeables et réparables? Est-ce que ça va jusqu'aux composants intrinsèques au convertisseur de puissance ou est-ce que vous restez à la carte? Alors, je ne m'attendais pas à une question aussi technique, mais je peux y répondre. En fait, on a été jusqu'à faire des routages où les composants, par exemple les composants chimiques comme les condensateurs, ont été placés de telle sorte qu'on puisse les remplacer facilement. Donc, on va très loin dans cette démarche-là. Et on sépare les parties logiques des parties de puissance de façon à pouvoir évidemment réutiliser les cartes de manière beaucoup plus efficiente. Et donc, oui, on va très, très loin sur cet aspect-là. C'est une question très intéressante. Ça fait partie des travaux très importants qu'on a fait chez Mobion, justement, ces routages qui sont pour l'avenir, puisque au final, la première fois, c'est pas très intéressant, mais c'est pour les cartes électroniques de demain que c'est très, très intéressant de faire cette démarche. Et je le disais tout à l'heure, on conçoit des produits, la première vie n'a pas commencé qu'on a déjà une idée de ce qu'on va en faire en seconde vie. Et donc, justement, oui. Comment vous faites pour anticiper, justement, vous avez des méthodes spécifiques? Alors, en fait, la réponse que je donne toujours à cette question est la suivante, c'est que le choix de l'électrique, c'est pas moi qui l'ai fait, en fait, il est fait déjà. C'est-à-dire que le fait que l'électrique saura, quelle que soit l'électrochimie qui permette le stockage, peu importe le type de véhicule qu'on utilisera, que ce soit une trottinette, un vélo, un scooter ou un drone ou j'en sais rien, en tout cas, il sera électrique, ça j'en suis certain. Je pense qu'on peut aller, on peut être victime d'hubris quand on dit ça, parce que s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que l'électrique, en tout cas pour le siècle, est là. Et donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ensuite, les deux métiers que nous faisons, en fait, de manière la plus pointue, c'est la gestion des accumulateurs, donc la gestion de l'énergie, et puis la conversion de puissance. Puisque très souvent, on stocke l'énergie en courant continu, puis on l'utilise en courant alternatif, et donc on a besoin de cette électronique de puissance dont vous parliez. Et donc, finalement, aujourd'hui, les rendements qu'on obtient avec nos contrôleurs et nos moteurs électriques, ils sont déjà quasiment à 100%. Donc, les gains que nous sommes capables d'obtenir, ils sont très faibles. Donc, au final, ce qui va permettre de remporter la victoire, c'est justement, puisqu'on est déjà à des rendements qui sont extraordinaires et qui sont très proches de la perfection, autant concevoir des cartes électroniques qui vont pouvoir être réutilisées dans une seconde vie, parce que sinon, on fait une économie qui coûte cher, en fait. Si vous mettez les moyens maintenant dans une carte électronique qui va pouvoir être réutilisée demain pour faire
un nouveau véhicule à partir d'un ancien, finalement, la conversion de puissance, elle ne change pas. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ma Ah, réponse, tout mais à fait, oui, oui, non, je vois très très bien la logique et elle est très cohérente. Je pense que tout le monde est d'accord avec vous là-dessus. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais par rapport à à l'électronique de puissance, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que c'est souvent des éléments qui sont obsolescents en premier. Et au final, donc enfin, on va dire les composants chimiques, quoi. Et en général, ils sont pas, comme ils coûtent pas cher, on a tendance à tout jeter, en fait. Alors que là, si vous me dites que vous pouvez démonter des condensateurs, et voilà, c'est assez remarquable quand même. Ça veut dire que vous devez avoir un design de vos cartes qui doit être assez particulier. figurez-vous qu'on vend des BMS au CEA Liten. Et donc, je viens à Grenoble de temps en temps et je vais aussi au Bourget du Lac, Ah, puisqu'on travaille avec Inès sur des BMS qui permettent une gestion à longue durée de vie des accumulateurs. Et donc, on a quelques projets sympas avec le CEA. ah On bah bosse écoutez, aussi sur des batteries commutées. On a remporté cette année un appel à projet Coram qui fait partie du plan de relance avec un équipementier énorme qui s'appelle Continental Powertrain. Et donc, on est leur partenaire PME dans le cadre de ce projet qui se fait avec le CNRS et le CEA. Donc, et on est génial. complètement sur ces sujets-là. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous recontacter. Avec plaisir. Eh ben, Merci merci Maud. beaucoup. Merci Maud. Il y a des questions donc de Margot sur les batteries, la fin de vie, le recyclage, le remanufacturing. Margot. Oui, bonjour, je suis là. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, je viens de Grasse, mais ça va, vous m'entendez bien, ma connexion est plutôt Très faible. bien. Je vous entends très bien. Mais auparavant, j'ai effectué une thèse à Toulouse sur le recyclage de batteries, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un sujet là-dessus ce matin en venant participer à la conférence. Merci beaucoup, c'était très percutant, notamment tout ce qui tourne autour de l'investissement maîtrisé, le fait que finalement on retrouve son compte sur la durée, quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié ce petit point. Et voilà, moi, juste par acquis de conscience, je voulais savoir quand, à la fin, vous arrivez vraiment en fin de vie, que vous ne pouvez plus redonner une seconde, voire une troisième vie aux batteries et qu'il faut les recycler. Est-ce que vous avez pu avoir des partenaires en France qui prennent en charge les batteries pour être toujours dans cette logique de faire localement le Made in France? Alors oui, oui, il y a quelques sociétés françaises qui s'intéressent à ce sujet. On est quand même au début, hein. Il y a peu aujourd'hui, le recyclage, c'est pas le gros sujet. Tout le monde en parle, mais il y a personne qui le fait vraiment. Et puis, surtout, aujourd'hui, nous, on a préféré travailler sur le machine learning. En fait, notre BMS, donc Battery Management System, vous savez ce que c'est, il est MLA, ça veut dire Machine Learning Appliance, c'est-à-dire que dedans, nous avons des composants qui nous permettent de pouvoir communiquer et donc de récupérer les données de nos batteries, donc évidemment, tension, température, courant, etc., résistance interne, enfin, tous les sujets que vous connaissez bien. Et en fait, ce que nous avons découvert, c'est que les fabricants d'accumulateurs ont des datasheets qui sont en fait à obsolescence programmée. C'est-à-dire que quand vous suivez les recommandations des fabricants d'accumulateurs, vous emballez le vieillissement des accumulateurs. Et en fait, on a découvert ça parce que on a fait 600 prototypes de batteries pour développer notre scooter et on a fait des réglages différents en SOH, en DOD, on est allé la SOC, on a vraiment travaillé l'ensemble de la configuration de nos batteries de telle sorte que on chargeait pas au maximum, on n'allait jamais à 4,2 sur les NMC, on n'allait pas à 3,65 sur les LFP, on a essayé différentes configurations et on s'est rendu compte d'un truc très intéressant. Dans une capacité de batterie, en fait, quand vous testez un accumulateur, vous avez un premier genou après quelques cycles,
puis ensuite vous avez un long plateau, puis vous avez de nouveau un genou. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que si on a un usage conservateur de l'accumulateur, on n'a pas le premier genou déjà. Et puis le plateau, il est beaucoup plus long. Et puis, quand vous voyez les prémices du second genou arriver, si vous retirez la batterie de l'usage dans lequel elle est et que vous la mettez dans un usage plus conservateur, eh bien, le plateau continue. Et donc, vous permettez finalement de continuer d'exploiter la cellule. Alors aujourd'hui, nos premières batteries, elles datent de 2016. Donc, on n'a pas de batterie morte encore. Mais on en aura, hein, c'est sûr. Donc pour l'instant, on n'a pas ce problème de recyclage. On y a travaillé. Hein. Arnaud Berger, qui est un de mes associés, bosse beaucoup sur la question du recyclage. Donc le recyclage de la cellule, hein, le démantèlement de la cellule. Juste pour vous donner, je fais une petite digression. On a demandé à l'université de Amiens, si justement ça les intéressait, Europe de l'énergie, ça les intéressait de travailler sur le recyclage des cellules. Ils nous ont dit que ce n'était pas des sujets de recherche pour les... Ouais. Et que c'était un sujet industriel. Et que finalement, pour eux, c'était pas intéressant. Et donc, je pense que si on peut faire bouger les choses de ce point de vue-là, ça serait vraiment intéressant parce que nous, on s'est rendu compte que la manière de concevoir l'accumulateur, le choix de certains types de polymères, de certains types de colle, etc., en fait, sont très négatifs pour le recyclage. Et que si on les conçoit de manière intelligente, on peut les recycler beaucoup plus facilement. Donc, on s'intéresse à ces sujets, mais c'est encore loin. Donc, c'est un sujet. Mais... Et alors, donc, ce qu'on a fait, nous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nos batteries de scooter aujourd'hui, sur la carte électronique, le firmware est équipé d'un bootstrap et d'un bootloader. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait des gens qui comprenaient bien l'électronique dans l'assistance, je le dis. Et donc, on a juste besoin de brancher la batterie sur l'armoire de charge. Et en fait, le firmware se met à jour et donc on change la SOC, la DOD et on change les conditions d'usage et les puissances max. Et du coup, on arrive à maintenir le plateau et donc arrêter l'emballement du vieillissement du pack batterie sans avoir besoin de le démonter. Voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Et on a d'ailleurs engagé depuis la fin de l'année dernière un postdoc de l'INSA à Strasbourg, mais on travaille sur les données qu'on récupère justement de notre machine learning pour peut-être demain arriver à faire des jumeaux numériques et comprendre comment retirer une batterie d'un usage pour permettre justement qu'elle dure beaucoup plus longtemps dans un autre usage. Mais on en est au début. Voilà. Merci beaucoup, ça a l'air très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Super. Je vois une question de Béatrice là sur... Béatrice, viens avec nous. Oui. Oui, parce que, bon, travaillant sur l'économie de fonctionnalité, moi j'avais deux questions. Alors la première, c'était lié à la sobriété numérique, parce qu'en fait, tout ce suivi, ça va déverser une quantité de données importantes sur le cloud. Donc, je ne sais pas s'il y a des préconisations en termes de standardisation de la data, comment vous la stockez, comment vous la gérez. Et puis, ma deuxième question... c'était très intéressant par rapport à la partie OPEX contrôlée qu'APEX lycée là, parce qu'effectivement, il y a un gros enjeu de business model derrière, et pourquoi on se pose la question de la récupération des batteries, tout ça, c'est quelque part quel est le modèle derrière de vente. J'aimerais savoir si justement vous travaillez avec des comptables voilà, sur ces modèles, et notamment, est-ce que vous êtes dans la perspective de plus vendre vos scooters, mais de vendre l'usage des scooters, notamment pour la livraison? Je pense à un service livraison pour une commune. Une commune, ça peut acheter des scooters électriques, ça ne sait pas du tout gérer une flotte de scooters électriques. Donc, est-ce que vous avez ces perspectives-là en tête? Merci. Merci beaucoup. Alors, incroyable. Alors, première, le big data. Aujourd'hui, j'ai évoqué tout à l'heure la notion de jumeaux numériques. C'est justement pour éviter le big data à terme,
puisque aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup trop de données et ça n'aurait pas d'intérêt de le continuer de manière illimitée. Donc, on est déjà en train de travailler sur ces sujets de jumeaux numériques qui nous permettra donc de définir un peu des plafonds et des seuils pendant lesquels, en fait, on pourra embarquer notre intelligence artificielle qui permettra d'éviter de remonter des données qui sont toujours les mêmes et donc pour lesquelles il n'y a aucun intérêt à l'analyse des données. On travaille avec une société qui s'appelle Adagos à Toulouse, qui est absolument extraordinaire. Mohamed Masmoudi, son dirigeant, dit toujours Big data for small things and small data for big things. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de travailler sur cette notion de données réduites pour obtenir des résultats vraiment utiles, puisque finalement, le big data, c'est intéressant pendant un temps, mais c'est pas nécessaire tout le temps. Donc, pour répondre à cette première question, on a bien analysé cette gabegie de ressources pour la gestion des données, et on y travaille et on va bien dans ce sens-là, et c'est très important dans notre démarche. Ensuite, vous m'avez parlé de la notion de fonctionnalité que nous on appelle fiabilité. Alors aujourd'hui, pour des raisons, je dirais plus financières et juridiques, on vend les scooters parce que plus simple, et bon, puis on est sur des petits volumes nous encore, donc c'était plus simple de faire comme ça. Donc on les vend et on a mis cette notion de consigne. Mais finalement, votre idée est la nôtre. C'est-à-dire que, évidemment, le but, c'est de les récupérer en fin de vie pour faire du refactoring ou comme vous avez dit tout à l'heure, du remanufacturing. En tout cas, c'est la même idée. Effectivement, le fait de garder le lien avec notre client pour pouvoir récupérer cet actif qui est finalement l'ensemble des pièces détachées qui composent ce scooter, et fait partie de notre modèle économique. Donc oui, tout à fait. Et excusez-moi, est-ce qu'il y avait une autre question que je n'ai pas Au répondu ? modèle comptable qu'il y a derrière, parce que à mort oui. 2 ans au lieu de 4 ans, tout ça, c'est des standards comptables Oui. à faire évoluer, réformer. Et donc, si on ne travaille pas non plus sur ces aspects comptables, ça bloque en fait votre modèle. C'est un peu comme vous dites là, parce que comptable, quelque part, c'est plus facile que de garder la. Enfin, bon, il y a des enjeux comptables importants. Tout à fait. Alors, on a travaillé un peu. On n'a pas persévéré assez parce que je pense que le période Covid là, nous a un peu handicapés sur ce sujet-là. Mais on avait commencé à travailler avec l'école des mines. Il y a une équipe de recherche animée par Kevin Levillain qui a travaillé sur la loi Pacte, qui s'est intéressé justement. Il y a toute une cellule justement de comptables qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc la pérennité programmée les intéressait beaucoup. C'est vrai sincèrement, on n'a pas repris contact depuis un moment, mais c'est de ce qu'on appelle la GCPP chez nous, c'est la garantie contractuelle à pérennité programmée. Donc, du fait qu'on vend ce service associé à notre produit, on permet à notre client de pouvoir amortir son produit sur 4 ans plutôt que de l'amortir sur 2, parce que sinon, il n'aurait pas le droit de le faire. Et c'est notre commissaire aux comptes qui nous avait donné ce conseil de vendre ce contrat de service associé au produit. Donc, d'usure, etc. Et euros taxe pour un usage pour un service associé du garantie pérennité. Donc un amendement
amortissement sur 4. Il y avait ce travail continué avec l'école des mines, mais qu'on n'a Vous avez pas continué avec nous. Bien, vous Covid. voyez, c'est l'objectif de ce projet de recherche. Alors. Bon, bah, super. Rappelez-moi alors, avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Stéphane, tu voulais poser une question? Oui, même 2. Bonjour. Même deux. Mais en fait, les échanges ont permis de répondre à la deuxième. Les questions de Béatrice et puis les réponses de Christian ont permis de répondre à la deuxième sur à la fois la notion de vente de produits et de services. C'est très clair. Avant de venir à ma question, mais qui est un petit peu annexe puisque ça concerne la forme sociale de votre entreprise, j'ai entendu à la fin que vous étiez assez inclusif dans le sens où vous essayiez d'inclure un maximum d'associés. Ma question, c'était est-ce que formellement, vous êtes une SCOP ou... Non, formellement, on est une SAS. D'accord, ok. Alors, l'écosystème est conçu de sociétés qui appartiennent soit à 100% à la SAS mère, qui s'appelle Mobion France. Enfin, c'est son nom commercial. Elle s'appelle Cruiser historiquement. Et donc, Cruiser, Mobion France a permis de créer Mobion et Mobion Service, qui sont 2 filiales à 100%. Et puis, on a fait des spin-offs, c'est-à-dire on a créé avec des anciens salariés des sociétés pour la fabrication pour la fabrication des bateaux et de projets qui ont été annulés, et du coup, eux, ça les a tués. Et donc, on a décidé de proposer à un certain nombre des responsables de cette usine de créer une nouvelle société avec eux. Donc aujourd'hui, FACOMEP, qui veut dire Fabrique collaborative de métallurgie pérenne, a été créé avec les anciens salariés, enfin une partie des anciens salariés, des responsables de cette usine qui a été liquidée en mars 2021. Ouais, ok, merci. Ma question était vraiment utilitariste parce que nous sommes nous-mêmes une SCOP et moi je m'intéresse au modèle de gouvernance pour nous et donc j'essaye de trouver des exemples inspirants et de me mettre en lien avec d'autres entreprises qui ont des expériences de gouvernance participative. Voilà. J'avais alors une question par contre sur effectivement la question de la fin de vie et du recyclage. Donc, maintenant que j'ai un peu mieux compris votre modèle, je comprends que vous avez peut-être pas suffisamment de retour des même pas tout récupérer. Bon, c'est sûr. Et à combien est-ce que vous l'estimez justement cette fuite? Aujourd'hui, trop tôt pour le dire. D'accord, ouais, ok. Ok. Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple. On travaillait, mes collègues sont en formation là en bas, et j'ai vu des tubes de fourche qui ont été reconditionnés. Et un tube de fourche, c'est 14 composants. Nous, on a choisi de travailler avec des composants qui sont intégralement démontables, donc qui font le tube de fourche un peu plus cher au départ parce que du coup, plutôt que d'être embouti ou rentré par force, il est vissé, donc du coup, ça coûte plus cher parce que les vis coûtent plus cher qu'un emboutissage, etc. Mais du coup, sur ces 14 composants, on est capable d'en réutiliser 8 pour faire un tube de fourche neuf avec un tube de fourche ancien. On change que les ressorts, les joints, et puis le clip, c'est le liquide. Du coup, le tube de fourche refait ici en France
nous coûte moins cher, a une durée de vie plus longue parce que les joints sont meilleurs que ce que les Asiatiques mettent dedans, parce que nous, on achète des joints de très bonne qualité qui sont fabriqués ici. Et du coup, on finit par avoir un rendement qui est bien meilleur. Et en plus, en enrichissant le territoire, parce que plutôt que d'acheter un tube de fourche neuf en ayant jeté l'autre ici, et donc d'envoyer l'argent à l'autre bout du monde, je paye des salaires ici et je permets à toute une équipe qui gère ça de vivre ici en faisant un métier qui a du sens. Et donc, pour moi, ce choix, il est à la fois technique parce que le tube de fourche est de meilleure qualité, mais il est aussi social, écologique, et puis économique, puisque finalement, ça nous coûte moins cher. Ok, très bien. Juste, on arrive vers la fin des questions. Moi, j'avais une question juste basique. Là, j'ai cru comprendre que c'était une technologie particulière de batterie. Ou pas? Allô? Oui, pardon. Oui, c'est une technologie particulière de batterie que vous avez présentée au tout début. Ou c'est du lithium-ion? J'ai cru entendre sodium. Oui, alors aujourd'hui, c'est une technologie. Oui, tout à fait. C'est sodium-ion, vous avez raison. Et c'est une technologie qui n'est pas encore aboutie. On est en R&D avec une société qui s'appelle Tiamat, qui est à Amiens. Et donc, c'est une technologie qui est très intéressante parce que une durée de vie calendaire qui est très élevée et des capacités de puissance qui sont impressionnantes. Et puis, elles descendent en tension très bas, donc elles sont très difficiles à altérer. Donc, c'est une technologie qui est très prometteuse. D'accord, ça c'est la R&D. Et j'avais une dernière question, parce que nous, au sein du réseau EcoSD, on parle beaucoup d'analyse de cycle de vie, parce que on aime bien le quantifier, mais aussi parce que ça permet de bien voir où se trouvent les impacts et comment vous avez réduit l'ensemble. On a bien vu que vous aviez fait tout un tas d'actions sur l'éco-conduite, sur la maintenance préventive, sur la prolongation de la durée de vie. Moi, c'est un peu l'interrogation que j'ai derrière votre exposé, c'est sur on en est où de ces impacts environnementaux et qu'est-ce que vous avez eu comme stratégie de réduction d'impact? Est-ce que vous avez travaillé la maintenance parce que c'est sur la maintenance où il y a un vrai gisement, ou est-ce que c'est l'éco-conduite où il y a un vrai gisement? Alors, l'éco-conduite, sincèrement, avec les livreurs de pizza, c'est plus quand on regarde les chiffres, c'est drôle hein, parce que vraiment ils sont c'est vraiment étonnant. C'est vraiment une population qui a des habitudes de conduite qui ne sont pas du tout comparables aux gens qui ont un usage domestique de leur véhicule. En revanche, sur la maintenance, non, on est allé très loin, c'est-à-dire que, bon, évidemment, nous, on vend plutôt des flottes, donc évidemment, on fait beaucoup d'économies d'échelle sur le fait que on se déplace pas pour un véhicule, mais pour plusieurs véhicules à chaque fois qu'on fait une maintenance. Ensuite, on essaye de ne pas ramener du tout les véhicules à l'atelier. Donc, on a fait on s'est équipé d'utilitaires au gaz qui ont des panneaux solaires sur le toit, avec un système de batterie et de DC-DC qui nous permettent d'avoir l'électricité dans le véhicule. Du coup, on peut travailler avec des équipements portatifs qui nous permettent de travailler sur place. Donc, du coup, nos techniciens font des tournées. Donc, du coup, il y a finalement assez peu de kilomètres entre les différentes flottes. Comme on le fait au gaz et que jusqu'à présent c'était assez intéressant, là les prix ils sont en train de s'envoler un peu, mais en tout cas ça reste quand même plus intéressant économiquement. Évidemment, on a des véhicules électriques, on a beaucoup de scooters électriques de dépannage pour les maintenances légères, comme changer des plaquettes de frein ou des pneus. Donc, évidemment, on travaille sur ces aspects-là pour améliorer notre bilan carbone. On fait un bilan carbone depuis 2018. Donc, on essaye d'améliorer ça. On a disqualifié le gasoil depuis longtemps. On essaye de travailler
pas à pas sur des solutions qui permettent d'améliorer et les économies d'échelle et la gabegie d'énergie. C'est notre cœur de métier, quoi. Donc, en fait, vous avez, pour rebondir à ce que disait Dominique, c'est que vous avez une dynamique qui est plutôt globale de réduction, plutôt que centrée sur un produit en tant que tel, quoi. Ouais. Faire une analyse cycle de vie de cycle imbriqué, c'est complexe et pour vous, ça n'a pas nécessairement d'intérêt, quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu verticaliser on préfère avoir moins de clients et les servir le maximum nous-mêmes, plutôt que d'en avoir beaucoup et de ne pas aller au bout du process. Donc, c'est cette verticalité est effectivement importante dans notre développement. Verticalité vertueuse. Verticalité vertueuse. On va faire un jeu de mots avec ça. Super. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'on a un peu débordé le temps et puis que je sais que vous avez un emploi du temps déjeuner, ouais. On va vous libérer tout en vous remerciant beaucoup pour cet exemple de produit très, très vertueux. Bravo. Gentil. Je pense... Bien mieux que Malongo, Dominique. Pardon? Bien mieux que Malongo. Ah ouais, moi je suis d'accord aussi. Hein. Vraiment, c'est vraiment transversal, global. Vraiment, c'est ça, c'est vision globale, c'est très intéressant. Ouais. Sort du produit, enfin voilà. Tout est intégré, ouais. Bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes les bienvenus à Guise quand vous voulez. On pourra vous montrer les différents ateliers. Et on est en train de mettre en place des lignes robotisées parce qu'on fait aussi de l'économie circulaire d'outils industriels, puisqu'on est dans un bâtiment qui a un siècle. Hein, et donc, on est en train de réparer les chaîneaux, faire en sorte que ce soit bien propre et bien sec. Et on va mettre à l'intérieur des petites salles, pas blanches, mais protégées de la poussière, pour mettre nos robots d'assemblage pour faire nos batteries. Et donc, on met à l'intérieur d'un vieux bâtiment des équipements modernes. Et du coup, ça fait un contraste qui est très, très sympa. Et je serais ravi de vous présenter, si jamais vous avez l'occasion de venir ici, vous montrer une usine moderne, mais qui n'a pas tout rasé et qui essaye de conserver les choses qui sont conservables de manière la plus comment dirais-je, raisonnable possible. Je pense que c'est super intéressant d'organiser cette visite. Après le Familistère. Allez, on ira au Familistère. Sur l'aspect social, ouais, là c'est vraiment le top aussi. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour ceux qui sont sur le séminaire, donc, je vous rappelle le timing. Donc, on va partir en pause. Hein.